la gouttière œsophagienne reste toujours ouverte, fait que ça ne sera pas un problème. Bon, on va commencer l'atelier, dans le fond, avec le CMT. Le CMT, c'est un outil très efficace, rapide, peu dispendieux. Vous avez une palette comme ça ici pour mettre le lait. C'est environ une quinzaine de dollars. Puis vous avez une bouteille de CMT, c'est le réactif que vous diluez. C'est environ une trentaine de dollars. Mais vous faites plusieurs brebis parce que c'est dilué, c'est 1 pour 7. Puis dans le fond, c'est un test qui se fait à la ferme par vous. Fait que c'est sûr que ça. Moi, je crois que tout producteur devrait s'équiper dans le fond de ça. Le CMT, ça va détecter la présence d'infection, d'inflammation dans le lait. Dans le fond, ça mesure l'ADN contenu dans les cellules inflammatoires présentes dans le lait. Plus il y a de l'ADN, s'il y a une augmentation de l'ADN, il va y avoir une forte réaction. Puis vous allez voir, on a un échantillon de lait là, qui va avoir quand même une forte réaction. Ça veut dire qu'il y a des cellules inflammatoires élevées, puis on a un risque dans ce cas-là de mamite. C'est les raisons que vous auriez de faire un test si vous pouvez avoir un groupe de brebis en tarissement, puis vous voulez savoir globalement c'est quoi la qualité de vos pieds, de vos brebis. Ben, au tarissement, puis vous voyez avec votre vétérinaire c'est quand le meilleur temps pour faire le CMT. Mais ça peut être, mettons, le lendemain de votre tarissement, ben, vous faites les tests sur chacune de vos brebis, puis vous voyez le degré, dans le fond, de mamite possible là, dans votre troupeau, puis vous pouvez, suite à ça, procéder à des traitements ou vous voyez un protocole avec votre vétérinaire pour ça. Sinon, vous avez un parc de lactation, puis il y a un petit agneau voleur. Là. Tu sais, le petit agneau là, qui a le cou sale, qui se fait uriner dessus parce qu'il va têter par derrière toutes les brebis. Cet agneau-là manque de lait. Pourquoi il manque de lait? Bien, vous partez avec votre palette, votre CMT, puis vous testez son lait. Il y a peut-être qu'elle a un super beau pis, mais qu'il y a quand même une petite réaction là, au niveau du test. Bien, ça voudrait dire qu'il y a une mamite, possiblement une mamite sous-clinique. Puis là, ben, dans ce cas-là, il y aurait quelque chose à faire pour pas que ça s'aggrave dans le temps. Vous voyez une brebis maigre dans le fond d'un parc, plus en retrait, qui ne va pas manger. Ben, des fois, c'est évident qu'il y a une mamite, mais des fois, on ne le sait pas. Fait que c'est toutes des bonnes raisons pour faire le test de CMT. Puis, il y a un truc aussi que je faisais à la bergerie où c'est des BQ, c'est que j'avais des allées de circulation derrière les parcs. Quand je donnais le grain le matin, ben, je passais derrière les parcs, puis les brebis sont toutes alignées à mangeoire, fait qu'on voit très bien les pieds. Là, on pouvait en voir s'il y en avait qui étaient débalancés, s'il y en avait qui avaient un quartier rouge ou que le pied avait l'air dur ou l'agneau qui va téter, mais ça a l'air inconfortable pour la femelle. Ben, c'est un petit truc aussi pour détecter rapidement s'il y a peut-être un problème au niveau du. Fait que dans le fond, on va faire un test sur la brebis qu'on a ici. Je vais demander, Claudie va venir m'aider. Marie, je vais juste demander, il y a 2 personnes qui auraient leur caméra ouverte. C'est possible de les fermer? Oui. S'il vous plaît. C'est possible à tous de fermer vos caméras et vos micros. Je crois qu'il y a des caméras qui sont restées ouvertes. Puis ça peut causer des problèmes au niveau de l'Internet. Peut-être juste fermer vos caméras, s'il vous plaît. Puis s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les poser tout de suite. N'attendez pas nécessairement à la fin. Là. Vous pouvez les poser dès que vous les avez. Fait que dans le fond, moi, qu'est-ce que je vous conseille, c'est que si vous achetez un kit pour faire des tests CMT, je vous conseillerais de prendre un rendez-vous en même temps avec votre vétérinaire pour le faire une première fois avec lui, pour que vous soyez juste le plus possible là, dans vos analyses de résultats. Fait que dans le fond, on va commencer par laver le pied. Profitez-en pour tâter le pied aussi, puis les crayons. Fait que dans le fond, ici, la brebis, là, elle a un beau pied souple. Puis je regarde au niveau de ses trayons, il n'y a pas de cordon dans ses trayons. Fait
on désinfecte comme il faut les crayons, puis autour un peu le pied. Quand la désinfection du pied des crayons est faite, que son caca est fait, on va faire les premiers jets dans une. Ben, moi, j'ai une tasse ici comme ça, mais vous pouvez prendre un contenant. Aussi, dans le fond, qu'est-ce qui est important, c'est de voir qu'il n'y a pas de grumeaux dans le lait. La consistance du lait. Dans le fond, ici, là, j'ai deux échantillons de lait. On voit qu'il n'y a pas de grumeaux, puis la consistance est belle. Je vais juste aller chercher ma palette. Il est important de ne pas mélanger les deux quartiers. Fait que on prélève environ 5 ml de lait. Là, c'est sûr que c'est une brebis en lactation avec 4 agneaux. On n'a pas de lait. Ah, tu es à sec? Oui. On voulait enlever les agneaux. On va aller voir l'autre côté. OK, on a un petit peu plus de lait à droite. C'est sûr que Gaston pourra peut-être nous en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais de faire, si vous décidez au tarissement de faire le CMT sur toutes vos brebis, c'est sûr que le lendemain du tarissement ou dans l'après-midi, vous avez plus de chance d'avoir plus de lait, là. Il y en a qui ont encore des micros ouverts, s'il vous plaît, les fermer. On entend comme un petit bruit de fond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va réussir à avoir... normalement, c'est environ 5 ml de lait dans chaque quartier. Bien important de ne pas mélanger là, les deux côtés. Fait que si... Marie, Gaston a levé la main. Oui, Gaston. Ben, c'est juste un petit commentaire comme ça. L'utilisation de la tasse fil, puis aussi les cupules là, pour faire le CMT, ça évite aussi d'envoyer du lait sur la litière, du lait qui est potentiellement contaminé, qui pourrait aussi contaminer d'autres brebis. Puis l'utilisation des gants aussi, de changer de gants après quand on a manipulé un pied pour toucher un autre brebis aussi, ça évite de transmettre les bactéries, les agents pathogènes d'une brebis à l'autre. Il faut y faire attention si on veut. Oui, merci Gaston. Fait que dans le fond, ici, on a notre réactif qui est dilué. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la même quantité de réactif là, comme ça. Et on va brasser comme ça ici. Là, vous voyez ici, ça a envie de faire une petite gelée au début. Puis la gelée s'estompe un petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir là, dans la caméra. Et ici, on a eu une petite gelée qui est un petit peut-être plus restée un peu. Fait que ça, dans le fond, là, on pourrait dire là, qu'ici, on a une trace. Je vais vous montrer la charte. C'est sûr que plus on brasse, là, on dirait que la gelée apparaît surtout au début. Là. Mais ici, je mettrais un résultat de 1, puis ici, je mettrais un résultat de trace. Je vais vous montrer. On a récolté un autre échantillon ce matin. Gaston aimerait dire quelque chose. Oui, Gaston. Tu montres ton échantillon que tu as récolté ce matin ou avant, ou tu veux que j'aille tout de suite sur mes petits commentaires que j'avais résumés? Oui, allô? Le test
Celui de ce matin, dans le fond, là. Ah, c'est parce que je suis en train d'essayer de me connecter à une formation du CEPOC, là, puis c'est en team, puis je sais pas, là, je vois Marie-Claude, l'Italien qui est en train de... Ouais, il y a un micro qui n'est pas fermé, je pense. Bon. C'est pas fermé, là, c'est réglé. Je peux peut-être faire comme tu veux, Gaston, si tu crois que c'est pertinent de ton commentaire. Si tu as, en tout cas, c'est certain, si tu as dans la réaction que tu vas faire, dans le prélèvement que tu vas faire, tu as une réaction plus forte, ça serait peut-être intéressant de la montrer tout de suite. Oui, bien, c'est ça. Là, normalement, on a prélevé une brebis ce matin. Là, il s'est accumulé des petites graines. Là. Mais dans ce quartier-ci de la brebis, il y a des motons qu'on voit peut-être difficilement. Ça, c'était vraiment un moton. Puis, bon, ici, là, c'est un moton qu'il y avait dans le quartier. C'est pas un brin de foin, là. Fait que quand les premiers jets dans la tasse, là, on les a fait dans ça ici pour les besoins de l'atelier puis pour vous le montrer. Mais fait que là, déjà, on peut. Puis le pis de la brebis aussi démontrait que ce quartier-là est en mamite clinique. Fait que vous allez voir la réaction. Ça ici, c'est son quartier droit, dans le fond. Fait que vous allez voir la réaction. Je vais faire juste celui-ci, là. Vous voyez, là, ça fait comme une gelée. En fait, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Ça fait comme une gelée. On avait ce côté-ci qui faisait aussi une petite gelée. Mais il n'y avait pas de moton dans le lait. C'est certain que quand on voit ça, évidemment, on n'a peut-être pas besoin de CMT quand on par la tasse fil, qu'on voit des grumeaux. On sait déjà que quand on a des signes cliniques de mamite visibles, ben, on a un CMT 3. Ça, c'est le plus haut niveau là, au niveau de ce test-là. Mais l'avantage du CMT, c'est d'être en mesure de dépister ce qu'on peut appeler des mamites aussi sous-cliniques, c'est-à-dire qu'il y a de l'inflammation, il y a de l'inflexion au niveau de la mamelle. À ce moment-là, ce test-là, rapide puis peu coûteux, peut vous permettre ça si on veut. Puis dans le projet de recherche qu'on a terminé en 2018, je voulais juste vous dire que dans les troupeaux, tous les troupeaux qui avaient été testés, qui participaient au programme, le nombre exact, il me semble que c'était une trentaine, il y avait le tiers des brebis qui avaient un CMT positif. Donc, il y avait un CMT plus que 1. C'est quand même assez important. Ça veut dire que le tiers des brebis qui avaient des signes qui étaient sous-cliniques la plupart du temps de ce type de problème-là. Puis il y avait des infections en plus, dans plus que 23% de ces brebis-là. Ce qu'on a remarqué, c'est que justement, par ce projet de recherche-là, qu'il y avait un bon lien entre le CMT et le niveau d'infection parce qu'on a fait aussi des bactériologies qui ont conduit à voir que c'est des staphes, des strephes principalement qu'on retrouvait comme problème de mamite. Et au niveau des mamites cliniques sévères, ben, on a remarqué que c'était 33% des cas, c'était des mamites à Manemia hemolytica. Ben, Manemia hemolytica, c'est l'agent qui fait des pneumonies, principalement des pneumonies. C'est pour ça que ces mamites-là sont quand même sévères, parce que c'est un agent, ben, on le sait, les pneumonies chez les agneaux, chez les brebis sont sévères. C'est un agent sévère qui cause des mamites graves, puis souvent de la mortalité, ou tout simplement la perte des quartiers. Puis, Marie-Claude, elle l'a dit tout à l'heure, les agneaux voleurs. C'est souvent ces agneaux voleurs-là qui transmettent sa maladie-là d'une brebis à l'autre. Donc, quand on voit des agneaux voleurs, qu'on se rend compte qu'il y a des agneaux voleurs, je pense que c'est important de les sortir du parc, de les laisser avec leur mère, puis de voir à l'allaitement artificiel probablement aussi, parce que s'ils volent, c'est parce qu'ils manquent de lait, c'est de voir aussi pourquoi. C'est parce qu'une absence de lait ou c'est parce que leur mère a déjà une mamite, donc c'est encore un vecteur encore plus important de maladie. Je voulais vous mentionner aussi que dans les prochaines semaines, le CEPOC va faire un appel pour avoir des fermes partenaires pour un projet. Je vous ai parlé de Santé du Pie 1 qui s'était terminé en 2018. On va démarrer avec un peu de retard à cause de la pandémie, mais on va démarrer le projet Santé du Pie 2, justement, où on a besoin, on va valider encore plus de façon plus précise
l'évolution, exemple, du CMT entre le tarissement et le début de la lactation suivante, on va être en mesure aussi de collecter plus de données sur la croissance des agneaux, parce que si on parle de brebis qui ont des CMT élevés, c'est des brebis qui produisent moins de lait. Ça, le projet santé du PI 1 a démontré que ces agneaux-là avaient une croissance plus lente que les brebis qui avaient le PI sain. Fait que c'est, je pense, important de travailler puis de pouvoir aussi dépister avec le CMT le plus rapidement possible ces brebis-là pour, évidemment, éviter la contagion entre les brebis, puis éviter justement de garder des brebis qui ne sont pas productives qu'on peut dépister. Puis éventuellement, suite à ça, on peut décider aussi de faire des bactériologies, c'est-à-dire de prélever du lait et de l'envoyer au laboratoire pour savoir c'est quels microbes que vous avez dans votre troupeau. Ça, c'est une chose intéressante à savoir. Et après ça, d'être en mesure aussi, si possible, de faire ce qu'on appelle un antibiogramme, c'est d'essayer des fois d'évaluer si les antibiotiques qu'on a, si on utilise les antibiotiques à la ferme, si sont efficaces contre l'agent de la mamite. Puis ce qu'on a découvert dans le projet santé du PI 1, il y avait plus que 40% des isolats de Mannemia hemolytica, la bactérie que je vous parlais tout à l'heure, qui étaient résistantes à la tétracycline. Puis la tétracycline, c'est vraiment l'antibiotique que vous utilisez le plus, les éleveurs au Québec et à la ferme. Fait que moi, je m'arrête là. Je vais laisser Marie-Claude continuer dans sa présentation. Merci, Gaston. En effet, mentionné. Marie-Claude, avant que tu poursuives, c'est parce que j'ai M. Paul Cardin qui a la main levée depuis un petit moment. Fait que je l'inviterai à ouvrir son micro et à poser sa question. Oui. Merci, c'est correct. C'est quand j'avais pas d'image, mais là, je l'ai eu. Là, je l'ai pris. Ah, d'accord. Bon, désolé. OK, bon, parfait, si vous êtes correct. J'espère au moins que vous aviez le son en attendant d'avoir l'image. Alors, comme Gaston le mentionnait, la brebis qu'on a prélevée ici, qu'on a donné un résultat de 1, je vous l'ai dit en tentant son PI, la brebis, elle avait des super beaux traillons et un super beau PI. Rien ne pouvait nous laisser penser qu'elle pouvait avoir une mamite sous-clinique. Vous avez vu la charte. Dans le fond, pour rincer les cupules, parce qu'un coup qu'on a fait 2 brebis, là, notre palette est pleine, c'est important de ne pas tirer ça dans le fond du parc. Fait que moi, j'ai toujours une chaudière. Ah, tiens, merci Claudie. J'ai toujours une chaudière, puis je vais rincer. Je prends de l'eau chlorhexidine ou eau ibitane. Fait que c'est important de rincer comme il faut, puis d'assécher. Dans le fond, on s'assure qu'on a quand même bien rincé, nettoyé notre petite palette pour la prochaine brebis. Fait qu'on ferait pareil avec celle-ci pour les besoins d'accélérer un petit peu la chose. Là, je peux dire qu'est-ce qu'il vous faut. Puis, dans le fond, vous avez la fiche technique sur le CMT. Puis, peut-être que vous allez voir le lien de la fiche dans le chat. Si Catherine a une petite minute là, pour aller mettre le lien. Sinon, sur le site Internet du CEPOC, encore une fois, vous avez des belles capsules vidéo, des belles fiches sur la santé du pied. Oui, c'est fait. En fait, j'ai déposé la fiche que tu viens de présenter, Marie-Claude, puis avec également 2 capsules vidéo en lien avec la santé mammaire. Puis, je vais faire la même chose pour ta deuxième thématique là, quand tu vas débuter sur ton autre sujet. Merci, Catherine. Fait que dans le fond, Gaston aussi a parlé là, Là, on a vu la procédure pour faire le CMT. Gaston a parlé des bactériaux, des antibiogrammes. Bien important, les parcs, quand les brebis sont en fin de gestation, qui sont pour agnoler, en lactation ou même au tarissement, c'est bien important des parcs propres, bien paillés. Vous pouvez vous sauver des bébites avec ça. Puis les mammites, ça a quand même un impact majeur sur votre entreprise. Ça peut causer des réformatives, une baisse de production laitière, ce qui va apporter une baisse de croissance chez les agneaux, voire même des mortalités chez les agneaux. Ça va augmenter vos frais vétérinaires, vos frais de médicaments, vos frais de tests.
Vous allez augmenter votre travail s'il faut que vous commenciez à traiter là, toutes ces belles brebis-là. Puis, ben, ça va augmenter aussi votre taux de remplacement. Fait que, si vous n'avez pas de questions pour le CMT, si vous en avez, écrivez-les dans le chat ou levez votre main. On va passer au prochain sujet. Si vous n'en avez pas, c'est le BHB. Il ne semble pas y avoir de questions. Bon, ben le BHB, dans le fond, ça veut dire bêta-hydroxybutyrique. Le BHB, c'est on va se servir de glucomètre, un petit outil comme celui-ci, avec des bandelettes. Le BHB, le dosage du BHB dans le sang va détecter les toxémies de gestation. Toxémie de gestation, dans le fond, c'est une brebis qui a, mettons, une grosse portée ou des gros agneaux. Ça va limiter sa capacité à consommer. Elle va puiser dans ses réserves de graisse pour aller chercher son énergie. Ça va causer une surcharge au foie, ce qui va amener une augmentation des corps cétoniques dans le sang qui sont déjà présents. Ça va amener une intoxication. Ça va nous amener à une toxémie de gestation. Les signes cliniques d'une toxémie de gestation, la brebis est en retrait, elle a de la misère à se lever ou elle n'est pas capable de se lever. Si elle est debout, elle va avoir tendance à piétiner des membres postérieurs. Si elle est couchée, elle va peut-être avoir tendance à les allonger. La brebis va être peut-être plus maigre que les autres dans le groupe parce qu'elle se lèvera, elle n'est peut-être même pas capable de se lever en fait pour aller se nourrir. Puis ils vont dégager une haleine de cétone ou de pomme. Fait que ça, c'est les signes cliniques là, dans le fond d'une brebis en toxémie. Et évidemment, si vous avez une brebis en toxémie, vous en avez probablement plus qu'une, mais c'est que les autres sont sous-cliniques, ils ont des résultats peut-être un petit peu moins élevés, mais ils sont quand même en toxémie sous-clinique. On va faire une démonstration, dans le fond. Le glucomètre, là, c'est un outil qui coûte environ une quarantaine de dollars. Puis vous avez des bandelettes. Ça prend une seringue, une aiguille, une bandelette par brebis. Fait que c'est environ 2 $ par brebis suite à l'achat du glucomètre. Puis, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide pour tenir la brebis pour prélever, dans le fond, le sang de celle-ci. Fait que pour la prise de sang, s'il y en a qui ne sont pas à l'aise, il y a une belle capsule sur le site Internet du CEPOC qui vous montre comment faire. On fait un garrot, on localise la veine. On n'a pas besoin de beaucoup de sang, une goutte suffit. Alors, on a notre échantillon sanguin. On va insérer la bandelette, le côté pointillé, dans l'appareil. Quand il y a la petite goutte qui apparaît comme ça ici, on met le sang sur la bandelette. Là, on a un délai de 10 secondes. Parfois, il y a des codes d'erreur. Des fois, c'est parce que le glucomètre est froid ou il n'y a pas assez de sang ou ça a été trop long. Après 10 secondes, on a notre résultat. Fait que la brebis ici est à 1. Je vais vous montrer, on a un tableau de... On a un petit tableau. Fait qu'une brebis, en signe clinique, elle va être supérieure à 3. Une brebis subclinique va être entre 0,8 et 3. Fait que la brebis ici serait considérée avec une légère toxémie. Par contre, c'est une brebis qui a déjà agnolé. Fait que je ne sais pas, Gaston, moi, je ne serais peut-être pas portée là, de donner un traitement à cette brebis-là, vu que l'agnolage est fait. Non, c'est ça, tu as raison, parce que si cette brebis-là consomme bien, évidemment, c'est à plusieurs agneaux avec elle. Tu sais, à point 1, là, on s'énerve. À 1, je veux dire, on ne s'énerve pas tellement. Là. Mais c'est certain que l'avantage d'utiliser cette technique-là, puis c'est évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise de prendre des prises de sang, ça se comprend. Ce n'est pas votre travail régulier. Vous pouvez demander à votre vétérinaire, quand il fait ses visites régulières, de monitorer avec vous là, les brebis en fin de gestation. On parle des 6 dernières semaines
de gestation, c'est là vraiment où la croissance des fœtus se fait rapidement. Puis c'est là qu'on a vraiment, qui commence à apparaître sur les brebis prolifiques, des problèmes de toxémie de gestation sur des brebis, c'est des fois trop grasses ou des brebis trop maigres. Puis, ou des brebis aussi qui ont plus que 2 agneaux. Fait que de l'importance de monitorer, même si vous n'avez pas de brebis qui semblent avoir des signes cliniques à peu près comme Marie-Claude décrivait tout à l'heure, c'est important de tester parce que plus qu'on teste rapidement des problèmes de toxémie de gestation sous-clinique, c'est-à-dire les brebis qui se situent entre 0,8 et 3, plus qu'on peut intervenir rapidement pour corriger le déficit énergétique, si on veut, dans l'alimentation, pour éviter que ça tombe en toxémie clinique. Puis aussi le fait d'avoir une alimentation bien calibrée au meilleur qu'on peut offrir à ces brebis-là, ça leur permet d'avoir une croissance des agneaux qui est supérieure dans les dernières semaines de vie. Puis quand on sait que le poids de l'agneau, c'est un facteur déterminant de la survie des agneaux à naissance. Puis l'autre point déterminant, une alimentation bien calibrée, bien, ça permet aussi d'avoir une qualité de colostrum à naissance qui est meilleure. On a vu la semaine passée de vérifier avec le BRICS la qualité du colostrum, mais si on a dénoté un manque de qualité du colostrum à l'agnelage, c'est peut-être parce que justement ces brebis-là ont souffert de toxémie de gestation sous-clinique dans les derniers temps de la gestation. Puis ce qu'il faut rajouter aussi dans tout ça, c'est souvent, il peut y avoir des cas en même temps, parce que les causes favorisantes sont les mêmes que la toxémie de gestation, c'est un manque de calcium, parce que la croissance des agneaux se fait très rapidement dans les 6 dernières semaines de gestation. Donc, il peut y avoir des brebis qui sont en manque de calcium, ce qui accentue aussi les signes cliniques. Mais ça aussi, ça peut se dépister par une prise de sang, puis donc parlez-en également à votre vétérinaire. Puis ce n'est pas une méthode aussi très, très dispendieuse pour être en mesure de monitorer, si on veut, ces éléments-là pour assurer le maximum de productivité à vos brebis en fin de gestation. Fait que je retourne la parole à Marie-Claude. Merci beaucoup, Gaston. Fait que, en effet, dans le fond, pour prévenir la toxémie de gestation, c'est simple. Ça prend du bon foin, évidemment. C'est sûr que tout se passe dans les 4 à 6 dernières semaines de la gestation. Idéalement, à 6 semaines, on va commencer une introduction avec un foin de très bonne qualité, avec un ADF inférieur à 30 idéalement, mais si vous êtes inférieur à 32, c'est quand même bien. Si vous avez un foin 20-22 de protéines, bien, ça pourrait vous éviter de supplémenter en protéines. Par contre, un supplément en énergie là, chez des brebis prolifiques, là, je crois que c'est inévitable. Ça, c'est sûr qu'avec votre conseiller qui fait vos programmes alimentaires, là, lui, il va vous diriger là, dans ça, là, puis dans vos besoins par rapport aux foins que vous avez. Classez vos brebis, là, un conseil. Quand la brebis est tondue avant l'agnelage, classez-les par parc, par état de chair. Mettez vos brebis maigres ensemble, vos brebis en bon état de chair ensemble, puis vous allez pouvoir vraiment aller améliorer. Si vous en avez 4-5 de maigres, bien, concentrez plus l'énergie sur elles, puis ajustez votre alimentation en conséquence. Toutes vos brebis ne sont pas obligées d'être nourries exactement de la même façon. Il y en a qui ont peut-être des plus grands besoins que d'autres. Fait que ça, c'est bien important. Puis évidemment, dans les 4 dernières semaines de la gestation, évitez vraiment des changements drastiques d'alimentation, des changements de foin. Quand vous préparez vos 6 dernières semaines de gestation, assurez-vous que vous allez, si vous choisissez un bon foin, assurez-vous que vous allez avoir assez de foin pour nourrir tout le groupe de brebis jusqu'à l'agnelage. C'est ça qui est idéal, parce que c'est ça qui va vous éviter bien des problèmes. Puis aussi au niveau de la croissance des fœtus dans les dernières semaines, bien, vous allez toutes mettre les chances de votre côté là, pour avoir des bons résultats. Marie? Oui. Je te coupe, tu as une question. Oui, on a une question. Oui, bien, en fait, je vais la poser. C'est Mme Edith Lavoie qui l'a écrit dans le chat. Elle se demande, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a moins de mammites pour des brebis sur litière de tourbe versus les brebis sur litière de paille? Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question.
Ben, en tout cas, moi, je vais peut-être prendre la parole, mais je pense qu'on n'a jamais étudié cet élément-là. C'est une très bonne question là, pour Oui. ça. Évidemment, l'important, c'est toujours de voir si la litière est la plus sèche possible, puis elle nous permet d'isoler le pis du milieu environnant, mais malheureusement, je n'ai pas cette réponse-là. Désolée. On ne pourra pas répondre de notre côté non plus ici. Là, on n'a pas, d'opinion sur ça non plus. Par contre, Marie-Claude, je peux faire quand même, amende honorable, faire une petite recherche là-dessus pour voir s'il y a dans d'autres pays, dans d'autres provinces, s'ils ont déjà fait la comparaison pour voir s'il y a une différence. Puis je reviendrai là-dessus avec une réponse si je trouve quelque chose, mais je vais le faire dès cet après-midi. Oh, merci Gaston. Fait qu'on va peut-être avoir une réponse finalement, mais un petit peu plus tard. Fait que dans le fond, si vous vous demandez si vous voulez tester des brebis en fin de gestation, lesquelles c'est préférable de tester, évidemment, ça va être les brebis prolifiques. Si vous avez un groupe de brebis prolifiques, sont toutes en bon état de chair, mais que vous en avez une qui ressort du lot qui est plus maigre, ben, n'hésitez pas, elle, à la tester. Les agnelles, il y a plus de risques. On dirait que chez les agnelles, il y a un petit peu plus de toxémie de gestation. Fait que vous pouvez tester votre groupe d'agnelles aussi. Puis, comme disait Gaston, plus tôt vous détectez la toxémie, plus tôt vous êtes capable de commencer le traitement, plus efficace sera le traitement aussi. Dans le fond, je vais passer la parole à Gaston pour la suite. Pour les traitements, là, c'est plus de niveau vétérinaire, là, je dirais, les traitements, soit autant pour les mammites sous-cliniques que les mammites cliniques. Fait que Gaston, si tu as envie de parler un petit peu des médicaments à donner là, lors des toxémies. Oui. Bon, c'est sûr qu'un cas de toxémie clinique, c'est jamais des bonnes nouvelles. C'est toujours assez difficile à réchapper parce que ça dépend toujours du moment où on commence à intervenir. Comme dans toute la symptomatologie puis la pathogénèse de la maladie, si le foie est complètement engorgé de gras, évidemment, le foie, c'est un organe fort important, puis ça va prendre beaucoup de soins pour essayer de réchapper cette brebis-là. Dans les pires cas, je vous dirais, ça prend une fluidothérapie, c'est-à-dire un sérum qu'on va administrer à la brebis pendant quelques jours pour lui fournir du dextrose, justement, pour essayer de désengorger le foie avec d'autres éléments qu'on peut ajouter en même temps. Il y a des études dernièrement aussi qui ont manifesté une amélioration du taux de succès dans les traitements de toxémie de gestation, en plus du dextrose, en plus du glycol. Le glycol, c'est pas mal la source d'énergie qu'on donne par la bouche du mouton pour essayer de donner le plus d'énergie possible. Ben, on peut rajouter, votre vétérinaire peut vous conseiller d'utilisation d'un anti-inflammatoire non stéroïdien qu'on appelle, l'étude a été faite avec la banamine, du flunixin, mais on prétend qu'avec un produit homologué pour les petits moutons comme le Metacam, d'être en mesure d'aider aussi la brebis à lui donner une meilleure impression de confort, puis ça va aider à ce qu'elle reprenne le plus rapidement possible son alimentation. Donc, on comprend que si on fait toute cette approche-là, c'est relativement dispendieux, mais je pense que si c'est une brebis qui porte plusieurs agneaux, ça vaut la peine d'essayer. Par contre, aussi, il a longtemps été reconnu que si on est en face d'un cas de toxémie de gestation, ça peut être une césarienne qu'on doit faire pour stopper tout de suite la condition ou provoquer l'agnolage. Mais ce qu'on remarque, c'est le taux de survie des petits qui est souvent pas très élevé parce que le surfactant pulmonaire, c'est-à-dire ce qui permet à l'agneau de respirer comme il faut après la naissance, si je veux être
vulgariser ça, ben, elle apparaît assez tard, tout près de l'agnelage, généralement, pour les agneaux, ce qui fait que si on déclenche une brebis ou on fait une césarienne sur une brebis, par exemple, qui est à 5, 6, 7 jours de son agnelage, souvent, le taux de survie n'est pas très bon. Donc, on a une intervention qui est coûteuse. Puis, en plus, on ne réchappe pas les bébés. Fait que de tout ça, je vous dirais, c'est vraiment de focusser sur la façon de prévenir le plus possible avec le test BHB, justement, pour les dépister en sous-clinique. Et à ce moment-là, réajuster l'alimentation, c'est là où on va avoir un impact positif. Au niveau des brebis aussi, Marie-Claude parlait des séparés en termes d'état de chair également. Oui, on peut aussi suggérer, je vous dis en guillemets suggérer, même si ça ne se fait pas beaucoup, des échographies pour dénombrer le nombre de fœtus. Si c'est un problème dans un troupeau avec une prolificité très importante, par exemple au niveau des Romanov, il y a des éleveurs qui pourraient décider avec leur vétérinaire de faire dénombrement, c'est-à-dire de faire des parcs de brebis qui portent 4 agneaux, des parcs qui portent 3 et 2, pour différencier aussi le nombre de fœtus portés, puis différencier l'alimentation nécessairement en même temps, puis de faire en sorte aussi, ce qui est un facteur positif de tout ça, c'est d'avoir des groupes d'agnelage assez rapprochés pour que les brebis, par exemple, s'il y a trop d'écart entre la brebis qui est en gestation la moins avancée versus la brebis qui est la plus avancée, bien, il y a une brebis nécessairement qui va être nourrie plus longtemps ou trop longtemps avec les aliments de fin de gestation, ce qui augmente les coûts, ou d'autres qui ne seront pas nourris suffisamment longtemps avec une bonne alimentation de fin de gestation. Puis peut-être ce que je n'avais pas mentionné tout à l'heure, puis je vais m'arrêter là-dessus après, c'est des traitements au niveau des mammites ou des problèmes de prévention, faire des préventions au niveau des mammites. Je pense que ça va beaucoup avec l'utilisation du CMT, puis avec une bonne conversation que vous pourrez avoir avec votre vétérinaire pour de choix d'antibiotiques, parce qu'on restera toujours qu'il n'y a aucun produit intramammaire chez les brebis et les chèvres au Québec qui sont homologués pour ça, puis avec des retraits de lait qui s'apparentent à ça. Donc, on a à choisir des produits efficaces. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'antibiogramme éventuellement, de voir aussi s'il y a éventuellement un positif à traiter quelques brebis en tarissement pour essayer de prévenir des cas de mammites qui vont passer du tarissement au début de la lactation. Mais par contre, je vous dirais, une brebis qui a un CMT de 3, je dirais entre guillemets, probablement qu'elle mérite la réforme parce que c'est pas une brebis, c'est une brebis qui va avoir beaucoup d'atteintes au pied, que sa production va être altérée beaucoup dans les prochaines lactations. Donc, il y a un questionnement à se faire là-dessus. Puis ce qu'on ne veut pas, justement, qu'il y en ait beaucoup de brebis à CMT3 dans un troupeau, il faut essayer de les dépister et de les réformer. De voir aussi à travailler à trouver la meilleure façon de tarir vos brebis aussi, parce que c'est souvent un endroit, une période de la vie de la brebis où ils se contaminent. Marie-Claude a parlé de la litière. Je pense que la litière est excessivement importante. Puis de voir aussi de ne pas laisser une brebis qui a des problèmes un peu de mammites là, au niveau des trayons, du pus au niveau des trayons. La tarie, vous la mettez à l'accouplement. Ça ferait 5 mois après qu'elle va agnoler quand elle va être à l'accouplement. Ça fait qu'il y a le temps de se passer beaucoup de choses durant la période de tarissement si on n'intervient pas tôt durant le tarissement puis avant la mise à l'accouplement. Je pense que c'est là une étape cruciale pour la vie de ces brebis-là dans le futur, pour pas qu'ils se contaminent. Puis celles qui se seront contaminées, c'est d'être en mesure d'agir le plus rapidement possible. Fait que je m'arrête là-dessus. Gaston, j'aurais peut-être une petite question pour toi. Bien, je ne sais pas si ça découle de quelque chose que toi, tu as dit ou que Marie-Claude a dit, mais Pierre-Luc Fauché, sa question, c'est pourquoi il y aurait plus de toxémie chez les agnelles? C'est peut-être tout simplement au niveau de la capacité de consommation, d'ingestion, puis les agnelles sont en croissance. Donc, vous ajoutez la croissance, ils n'ont pas terminé leur croissance, vous ajoutez la croissance, vous ajoutez le nombre de fœtus, ça fait un facteur de risque supplémentaire. Merci. Oui, merci Gaston.
Merci pour toutes ces informations supplémentaires. Alors, n'hésitez pas à vous procurer un kit pour faire des CMT et un kit pour faire du glucomètre, doser le BHB. C'est peu dispendieux. Vous pouvez vous procurer ça à partir de votre vétérinaire. Dans le fond, demandez-le à votre vétérinaire, il va commander le tout. Le glucomètre, je sais que ça s'achète en pharmacie. Par contre, normalement, ça prend une prescription du médecin. Là, je m'étais déjà fait prendre. Fait que votre vétérinaire est facilement capable là, de vous procurer tout ce que vous avez besoin là, pour faire ces 2 tests. N'hésitez pas à aller sur le site du CEPAC. Il y a plusieurs capsules vidéo, autant sur la santé du PI, il y a une capsule vidéo sur le BHB, il y a des fiches techniques aussi beaucoup sur la santé du PI. N'hésitez pas à aller voir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Stéphanie Landry. Je voulais juste ajouter un petit commentaire avant de laisser la parole à Stéphanie. Excuse-moi, là, Stéphanie. Oui, faites le BHB. Oui, faites des prises de sang, mais changez d'aiguille, s'il vous plaît. Oui, ça, c'est super important. Si vous n'avez pas l'habitude de changer d'aiguille entre chaque animal, je ne l'avais pas mentionné parce que pour moi, c'était acquis. Là, c'est ça, c'est super important. Il faut changer d'aiguille. Peu importe que vous faites un BHB ou vous donnez des traitements ou vous vaccinez votre groupe de brebis, il faut changer d'aiguille entre chaque animal, ça, c'est sûr. Voilà, je me tais. Merci, Gaston. Pas pour te taire, mais pour l'information supplémentaire. Stéphanie, ça va être à ton tour. Oui, donc bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Stéphanie Landry, je suis agronome, je travaille pour le ministère de l'Agriculture. Moi, je suis basée à Rimouski, mais en premier lieu, en tout cas, je tiens à féliciter l'équipe du CEPAC, là, encore un bel atelier cette semaine. Puis on m'a demandé là, de m'adresser en fait plus principalement à ceux qui sont dans la phase soit de pré-démarrage ou de démarrage. Si c'est votre cas, je vous félicite là, d'assister à des ateliers comme aujourd'hui. Je pense que ça vous fait prendre conscience là, de la réalité de la production ovine. Donc, on est vraiment dans le menu détail. Il y a beaucoup de choses à maîtriser. Mais ce que je tiens à vous dire au nom, dans le fond, du ministère, c'est qu'il y a une équipe, en fait, de professionnels dans chacune des régions. Il y a des conseillers relève et des conseillers spécialisés qui sont là pour vous aider. En fait, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez jamais pris contact avec quelqu'un au ministère, bien, je vous encourage à le faire. C'est une équipe là, de spécialistes qui est dédiée en fait à vous faire cheminer dans votre plan d'affaires, dans votre plan de match, dans votre réflexion face à votre projet de vous établir en production ovine. Donc, c'est vraiment un allié là, pour vous. Fait que je vais utiliser le module de discussion juste pour pour vous déposer le lien qui va conduire ceux et celles que ça concerne pour vous guider là, vers comment démarrer une entreprise agricole. Et vous allez retrouver là, les conseillers qui peuvent vous accompagner au niveau de la relève agricole là, à travers le Québec. Puis j'en profite aussi parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs participants, aussi des gens expérimentés. Fait que je m'adresse à vous aussi, producteurs expérimentés, savoir que le ministère, oups, mon Dieu, je suis désolée. On est présent. Puis je vous invite là, à aller consulter nos programmes, peut-être même nous appeler une fois de temps en temps. Là, moi, ça me fait toujours plaisir là, d'avoir des nouvelles des producteurs de ma région. Question de voir l'avancement de vos projets, puis peut-être même des fois vous donner des cues sur des programmes ou des solutions là, pour faire cheminer votre entreprise. Donc, le ministère là, est quand même là pour vous. On offre plusieurs programmes, puis on est quand même des professionnels qui sont présents pour le développement tant régional que la production ovine là, dans son ensemble. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient profiter de l'occasion pour poser une question par rapport à l'offre de service du ministère. Sinon, bon, je m'excuse, ça ne sonnait pas depuis tantôt. Donc, moi, ça ferait le tour là, de ma petite présentation. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Puis, continuez à parfaire vos connaissances. Je trouve ça le fun de voir aussi des gens d'expérience qui assistent. Ça veut dire qu'on n'a jamais fini de se faire rappeler des choses et de se garder à l'affût. En effet, on n'est jamais assez formé. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette intervention. Je voudrais aussi remercier les réseaux Agri-Conseil du Bas-Saint-Laurent,
pour leur collaboration financière à la réalisation des 3 ateliers virtuels. Merci à Gaston pour ses interventions. Merci à vous tous d'avoir participé encore une fois en grand nombre à cet atelier. Et merci encore une fois beaucoup à Claudie Fortin-Mius pour nous avoir accueillis dans sa bergerie encore une fois aujourd'hui. Dans le chat, Catherine, elle a mis un sondage. C'est un court sondage de 5 questions. On l'a un petit peu modifié là, suite à celui de la semaine dernière. On a ajouté une section commentaires. Fait que n'hésitez pas à aller répondre, s'il vous plaît. Ça va prendre 2 minutes. Puis n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous avez des points un petit peu plus négatifs. La semaine dernière, il n'y avait pas de place pour dire ce que vous pensiez. Là, il y a de la place, fait que n'hésitez pas. Puis, il va y avoir encore un petit concours, mais juste avant, je voudrais vous avertir que le prochain atelier virtuel, le 3e et le dernier, va être le 21 avril à 10h30. Ça va être sur la manipulation des moutons et l'examen du système reproducteur du bélier. C'est la même formule, dans le fond, qu'on a fait aujourd'hui que la semaine dernière. Puis, vous allez voir la publicité, le lien, dans le fond, va apparaître dans une prochaine publicité sur le bulletin électronique. Puis vous allez le retrouver aussi dans la section événements dans le Facebook du CEPOC. Puis, on va passer au concours. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Dans le fond, qu'est-ce que vous allez gagner? C'est une palette CMT comme ça. Puis, du réactif. Fait que ça va être la palette CMT avec une bouteille de réactif. Là, ça ne sera pas celle-ci, là. Mais ça va être ça ici que vous allez remporter. Il y en a 2 à faire tirer. Fait qu'on va procéder, vous allez me texter dans le fond au 418-943-3087. Ça, c'est mon numéro. Je vais prendre la première et la 5e bonne réponse à la question suivante. Je vais répéter mon numéro de téléphone, 418-943-3087. La question est, pour détecter quelle maladie doit-on doser le BHB dans le sang chez une brebis? Alors, pour détecter quelle maladie doit-on doser le BHB dans le sang chez une brebis? Qu'est-ce que je vais faire? C'est que le premier et le 5e qui ont la bonne réponse, je vais vous répondre gagnant. Et puis, vous pourrez par la suite me retexter votre nom complet avec votre adresse postale pour qu'on puisse vous envoyer les deux petits cadeaux. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine l'atelier? Gaston, tu as la main levée, mais est-ce que c'est de tout à l'heure? Oui, ça doit, parce que moi, je l'avais enlevée ici. En tout cas, je ne sais pas pourquoi elle était restée Bon, dans le système. c'est que j'ai voulu te la baisser, mais pour moi, tu l'avais déjà baissée, fait que c'est moi qui te l'ai enlevée. C'est ça, c'est ça. Exactement. Alors, vous pouvez arrêter de texter. On a nos 2 gagnants. Tu peux nous dire leur nom, Marie? Ben, il y en a une que je peux vous dire son nom parce que c'était la première à avoir répondu la bonne réponse la semaine dernière, Laura Sharp. Puis l'autre, je ne peux pas vous dire son nom parce qu'il ne me l'a pas encore dit. Je ne vous donnerai pas son numéro de téléphone. Tu me dis la réponse. Alors, la réponse était toxémie de gestation. C'est dans le fond la maladie qu'on peut détecter en dosant le BHB dans le sang. Alors, bravo aux 2 gagnants. Puis, j'ai beaucoup de... Oh, on a Nathalie Proux, la 2e gagnante. Fait que j'ai beaucoup de bonnes réponses. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin, d'avoir participé. Si vous n'avez pas répondu au sondage, s'il vous plaît, prenez une petite minute pour aller répondre. C'est dans le chat, dans le chat, là, la petite bulle, là, comme je vous avais montré au début de l'atelier. Puis sinon, ben, on se revoit le 21 avril. Merci.